Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin à Bretagne. Merci d'être avec nous pour ce dernier jour de la semaine. Alors on est très heureux de passer cette petite heure en direct avec vous et avec notre invité fil rouge qui est ce matin Albin de la Simone. Auteur, compositeur, interprète, il sera l'un de nous. C'est le titre de son 5e album qui chuchote à notre oreille une pop sensible et singulière. Il sera également en concert acoustique ce soir à Rennes au Théâtre National de Bretagne. Il était déjà hier soir avec une sonorisation minimaliste, un son bio et équitable comme il aime à dire. Il nous expliquera pourquoi. Notre coup d'œil hebdomadaire dans le rétro nous plongera quant à lui dans l'ambiance d'un Noël à Ouessant, flashback en 1982. Ce sera en compagnie de Christelle Molina, la déléguée régionale d'INA Atlantique. Et puis cette semaine, le magazine Littoral fête ses 25 ans. Vous imaginez 25 ans, ça représente plus de 900 émissions consacrées à la mer, des portraits, des enquêtes, des personnages hauts en couleur. Nous vous donnons rendez-vous ce jeudi soir après le Grand Soir 3 pour revenir sur toutes ces années. Ce matin, nous nous intéresserons également à vos droits. Vous recherchez un lieu de vie ou un local commercial. Dans tous les cas, il vous faudra signer un bail. Quelles sont les règles à suivre? Quelles précautions prendre? On fera le point avec Maître Marc Lenné qui est notaire à Rennes. Au sommaire enfin de la décoration. Comment réaménager votre salle de bain? Nous écouterons les précieux conseils de notre coach déco Aurélie Vérité. Sans oublier en fin d'émission le débriefing de la truculente Catherine Bossard. Voilà pour la partition du jour. Bonjour à tous. Bonjour Albin de la Simone. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes originaire d'Amiens, dans la Somme. Oui. Et c'est de ce coin-là, dans l'Aisne, cette fois, que vous tirez votre joli nom. Pas vrai? Oui, la Simone est un... Je ne sais pas si elle existe encore en tant que rivière, mais en tout cas, c'est un lit de rivière à côté de Vervins. On connaît un peu ce coin-là parce qu'il y a eu une chanson qui s'appelait Marly Gaumont. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un gars qui s'appelait Camini qui chantait. Exactement. Et c'est juste à côté. D'accord. Donc c'est votre vrai nom. On pense souvent que c'est un pseudo, mais pas du tout. Oui, non, c'est mon vrai nom. Ouais. Alors vous avez creusé votre sillon de manière profonde dans la grande famille de la chanson française. C'est pourtant une vocation quasi contrariée finalement à votre histoire, que vous vous êtes découvert chanteur sur le tard. Imaginons que la musique finalement serait votre seul salut. Que nenni, hein, mais on va l'évoquer un peu plus tard dans cette émission. Nous, on avait envie d'en savoir un petit peu plus. On va revenir un peu aux origines. Je vous propose pour ça de tirer un premier petit papier. Allez. Je les tire dans l'ordre dans lequel ils sont oui. Alors le 1. Allez, le 1. Qu'est-ce qui va sortir? Club Med. Club Med, ça Club Med, oui, Club Med, évidemment. Je suis beaucoup allé au Club Med. J'adore le club. Non, je suis beaucoup allé au Club Med quand j'étais enfant parce que mon père était clarinettiste de jazz Nouvelle-Orléans. Et c'est une musique qui plaît beaucoup pour l'apéro et pour le... C'est vrai, dans les hôtels comme ça, avoir un groupe de jazz traditionnel. Et donc, ça marche toujours. Oui, ça marche toujours. Et dans les années 70, on partait en vacances gratuitement grâce à ça. Sympa. Mon père était embarqué dans plein de clubs med en Grèce, en Tunisie, partout. Et au sport d'hiver aussi. Et on n'avait pas du tout d'argent, mais on faisait des super voyages grâce à ça. Grâce à lui. Et tous les soirs, mon père jouait à l'heure de l'apéro. Et vous, ado, pour l'embêter, vous vous êtes plutôt mis au jazz contemporain. Voilà, l'extrême inverse. Voilà, comme ça au moins, les bases étaient fixées. Allez, je vous propose de tirer un deuxième petit papier. On va voir également ce qui a de l'importance pour vous, ce qui en a eu et ce qui en a toujours. Souchon-Voulzy. Ça, c'était un peu une révélation. Oui. Ça, c'est... Alors, justement, je baignais dans l'atmosphère du jazz Nouvelle-Orléans et c'était un monde assez spécial, quand même, ce jazz des années 30. Et d'un coup, ma mère m'a emmené voir Alain Souchon et Laurent Voulzy qui faisaient une tournée ensemble. Ça devait être à la fin des années 70, au Cirque d'Amiens, ou peut-être début 80. Et je me souviens tellement de ce concert. C'était une vraie révélation. La chanson qui me parlait, qui me touchait. Enfin, en fait, ça existe. Et j'ai longtemps dessiné ce concert. Après, je me souviens que je dessinais les instruments sur lesquels jouait Voulzy, instruments que je possède maintenant. Mais à l'époque, je les dessinais. Voilà. C'était vraiment une base, ouais. Et vous avez même été le pianiste de Souchon pendant un moment. Il a posé sa voix sur votre premier album. Oui. Il y a un vrai lien. Et puis, souvent, on me dit que je suis un peu un descendant de Souchon. Et si c'était possible, je serais tout à fait d'accord. Alors, quand on évoque Souchon et Voulzy, on pense bien sûr à la chanson Belle île en mer. Eh bien, nous, on va vous proposer de nous intéresser à une autre île bretonne, Ouessant. C'est l'archive que nous propose Christelle Molina, la déléguée régionale de l'INA Atlantique, qui nous rejoint de ce pas. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors vous nous avez dégoté une archive qui est un pur bijou. Dites-nous tout, allez. Mettez-nous l'eau à la bouche, dire ça. Une petite madame Pennec, c'est filmé en 1982.
On a l'impression que c'était hier, parce que 35 ans, c'est pas grand-chose. Et en fait, on a l'impression de se retrouver fin du 19e siècle. Là, on est transporté. Je vous laisse découvrir. On va découvrir ça tout de suite. Voilà. Madame Pennec, quel âge avez-vous? Oh, moi je ne sais pas vous juste mon âge même. Paul, t'es là? Paul! Viens ici dans le peu, donc. Moi je ne me rappelle pas, je sais vous juste, mais... Mais dis donc s'il te plaît. Oui. Mais j'ai quel âge maintenant, là? Hein? Quel âge? T'es T'es dans les 86, non? Ah, c'est pas vieille ça encore. C'est pas vieille ça, non? Et tu rentres dans les 87. Eh ben. Alors? Et vous êtes né à Ouessant? Oui, bien sûr. Oui, ici c'est un pays moderne, vous savez. Vous avez toujours vécu à Ouessant? Comment? Vous avez toujours vécu ici? Ah, toujours. Voilà, là, c'est une maison de ma mère et nous sommes d'ici. La mère est de 37. La maison de 37. Oui. Vous avez toujours vécu dans cette maison? Toujours. Vous êtes né ici, dans cette maison? Oui. Vous n'êtes jamais allé à Brest vous-même? Comment? Vous êtes déjà allé à Brest? Oh, j'étais à Brest, et j'étais à Trésien. Oh, pardon, Trésien. Oh, oui, mais j'ai fait que ce cours de là-haut des fois. Oui, pas souvent. Non. Combien de fois? Une fois? Oh, oui. D'abord, nous n'avons pas d'occasion non plus d'aller. Nous n'avons pas de parents par là non plus, n'est-ce pas? Alors, voilà comment que c'est. Et vous allez faire la fête, là? Oui. Le jour de Noël, vous allez manger? Mais là, c'est la fête. Oui? Qu'allez-vous faire? Mais à route, à la messe au bourg, à la messe de minuit. Oui. Ici, il y a beaucoup de monde qui vont à la messe, faut pas dire. Et vous allez faire un petit repas? Mais... Amélioré? Et on y va, et la route. Et je veux dire, vous allez faire un repas également? Vous allez manger? Mais à minuit, quand on arrive à la maison, on fait un coup de jus, s'il vous plaît, ou bien alors on fait un buaden, comme on dit, et alors on met du phare dans le feu, et quand vous retournez à la maison, vous le mangez bien, vous vous mettez à table. Quand la messe de bourg est finie à minuit. Et vous allez recevoir des cadeaux? Oh non, les cadeaux ici, c'est pas trop connu. Non? Oh non. Vous n'aurez pas de cadeaux? Oh non. Oh non, pour ça, oh non. Madeleine, un cadeau à elle toute seule, franchement. Oui. C'est une archive incroyable. C'est un petit bijou. Oui. En fait, on est amusé en même temps par ce décalage de ce témoignage de cette femme qui est très âgée, c'est vrai, qui ne connaît pas son âge. Qui n'est plus très sûre de son âge, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Mais qui reflète, en fait, la vie traditionnelle de ces femmes à Ouessant, qui n'existe quasiment plus, mais en fait, elle en est la preuve vivante encore, il y en a encore. Et donc, elle témoigne un peu de cette vie rude, quand même, sur l'île, où elle file la laine, on la voit... Ah oui, elle perd pas son temps. Voilà. Et on la voit un peu nous expliquer aussi c'est un fossé en fait, total. elle aborde plein de thématiques de société, finalement. L'exode des jeunes, par exemple. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Ouessant, 19e siècle, il y avait à peu près 2900 personnes. On se retrouve à 800 personnes aujourd'hui. Et donc, dans les années 60, il y a vraiment eu une émigration importante des gens pour aller trouver du travail, pour, comme elle dit, aller chercher des maris à Brest. Et puis, voilà. Et puis, donc, l'agriculture a un peu périclité aussi. On est encore dans des techniques agricoles rudimentaires, anciennes, traditionnelles. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un fossé qui s'est creusé entre l'ancienne génération qui reste isolée malgré tout, donc qui reste un peu un bijou sociologique. On a vraiment une curiosité sociologique même. Voilà, c'est ça. Et puis cette nouvelle génération qui est partie travailler sur le continent. Voilà.
Donc, Et malgré tout, la communauté ouessantine reste très solidaire. On sent cette... Oui, ces générations continuent à vivre, à travailler, parce qu'elles parlent d'ailleurs de bêcher la terre, de ces traditions. Ces traditions, notamment, là, on a choisi effectivement parce qu'elle évoque Noël. Hein, donc cette tradition du phare dans le feu, d'aller sans voiture, d'aller à pied jusqu'à l'église. Donc cette vie de communauté un petit peu. C'est ça qui est troublant, surtout en 1982. Qui nous amuse et c'est pour ça aussi que je pense à Jacques Burel qui est venu croquer en fait en 1945, donc en plein Seconde Guerre mondiale. Il adorait la Bretagne et il était admirateur de Mathurin Méheut, il est venu à Ouessant, il avait 23 ans à l'époque et il adorait la nature intacte et il a été comblé par Ouessant. Parce que c'est ce qu'il a trouvé, en fait. Hein. On voit des années après, ça perdure. Et il a croqué, dessiné des femmes, des hommes, des outils, des techniques encore agricoles anciennes, en fait. Et toute l'harmonie qui unissait ces gens, il a été accepté dans cette société. Il a pu en retracer un portrait, comme il appelle ça, une île éternelle, en fait. Il a dit une très jolie phrase, d'ailleurs, sur Ouessant. C'est vrai, une phrase tout donc me paraissait beau, à la fois nouveau et antique, en tout cas précieux et à noter de toute urgence, comme tout ce qui est menacé. Ouais. Voilà. Ça vous inspire quoi, Albin de la Simone ? Vous étiez assez interloqué quand vous avez vu cette archive. D'une part parce que je viens d'un endroit très très rural, je viens d'un tout petit village de 150 habitants au nord d'Amiens, et qu'à côté de chez moi il y avait cette dame, mais avec l'accent picard, alors je la comprenais parce qu'elle, je comprends pas tout ce qu'elle dit, Madeleine. Nous non plus, d'accord. Mais moi c'était Madame Crampon, et qui avait un âge incertain aussi, et qui avait une moustache très drue, et qui quand j'étais petit, c'était vraiment, elle avait le poêle à charbon et tout ça. Et elle nous servait de la liqueur de cassis, celle qu'on met dans les kirs. Mais enfant, elle nous servait un petit godet de ça. Et c'était vraiment, exactement la même allure, quoi. Le côté né au 19e siècle, quoi. C'est impressionnant, quand même. Des souvenirs d'enfance. Donc, merci beaucoup, Christelle, de nous avoir présenté cette pépite. On peut la retrouver, cette archive, parce qu'elle fait 12 minutes. À 12 minutes dans son intégralité. Plus longue, sur l'Ouest en mémoire, si vous avez envie de revoir Madame Pennec. Sur le site de l'INA, www.ina.fr. Merci infiniment. Albin, est-ce que justement la Bretagne, elle vous inspire finalement ? C'est une de vos terres d'inspiration ou pas ? Les lieux m'inspirent pas vraiment, en fait. Les lieux me permettent de libérer l'inspiration, ce qui est déjà du boulot. Parce que l'inspiration, alors pour moi, elle est un peu contenue, planquée à des endroits, et c'est un peu verrouillé. Et j'ai besoin d'aller dans des endroits dans lesquels je me sens suffisamment relax pour que ça puisse... je pense souvent à un animal farouche, et je suis obligé de lui dire « Vas-y, tu peux y aller, il n'y a pas de danger ». Et au moindre coup de téléphone, à la moindre voiture, hop, la bête repart. Donc, vous avez un alien en vous. Un alien sympa, mais que j'ai du mal à trouver. Donc il faut vous isoler pour écrire. Vous avez déjà écrit des chansons en Bretagne ? Ouais, j'ai écrit une chanson. J'ai écrit la chanson « Ma barbe pousse » par laquelle j'ai commencé mon concert hier, au Conquet. Ah. Voilà. À une époque, j'ai travaillé pas mal avec Miossec, et j'allais souvent vers Brest, et j'aimais cet endroit-là, et je me suis dit ça pourrait être vraiment un endroit chouette. Donc j'ai loué une maison au Conquet. Un jour, je suis venu, une semaine comme ça. Alors vous vous êtes découvert chanteur à 30 ans, ce qui est tard. En fait, vous vous êtes longtemps cru uniquement musicien, mais finalement non. Vous avez signé les arrangements d'Alain Souchon, Vanessa Paradis, Miossec et bien d'autres. Écrire, c'était pour vous quoi ? Une nécessité ou finalement un heureux hasard ? Non, il n'y a pas eu de hasard. Il y a eu une souffrance pendant 10 ans. Disons de 20 à 30 ans, je jouais du jazz contemporain, donc qui est un jazz théoriquement créatif. Enfin, normalement, on pense que c'est un jazz créatif. Et moi, j'y trouvais pas mon compte. J'arrivais pas à être créatif. Je trouvais ça très enfermé. Je me trouvais très enfermé et sans doute pas assez bon. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui fait que je souffrais beaucoup. Et j'ai mis donc 10 ans à comprendre qu'en fait, il me manquait les mots, il me manquait quelque chose de plus... la musique instrumentale me comblait pas. Et donc j'ai commencé, parce que j'ai rencontré aussi Arthur H., Philippe Catherine, Mathieu Bogarts, des gens de mon âge, ou un peu plus vieux, qui avaient déjà beaucoup avancé là-dedans, et je me suis rendu compte que eux arrivaient à exprimer ce que moi j'arrivais pas à exprimer. Donc j'ai écrit une première chanson, puis une deuxième,
Et puis je me suis rendu compte que j'avais envie de les chanter, même si j'avais jamais rêvé d'être chanteur. J'étais pas du tout le gars qui chante les Beatles adolescents à tue-tête et tout ça. J'avais pas cette culture de chanteur, donc j'ai apprivoisé ma voix que j'aimais pas du tout. Et de fil en aiguille, je suis devenu vraiment auteur, compositeur, interprète. Votre parcours finalement rappelle un peu celui de Chet Baker, quelque part, un musicien de toute jazz qui proportion finit gardée. par se découvrir chanteur. Alors votre 5e album s'appelle L'un de nous. Vous cherchiez une empreinte sonore particulière pour ce disque, et c'est une sacrée histoire d'amour avec un piano. Et oui, racontez-nous un peu cette histoire rigolote. Alors, le piano, ça veut tout et rien dire. On a toujours l'impression qu'un piano, c'est un piano. Voilà, j'ai un piano. Mais ça n'est ou pas j'ai de qu'un piano. Quoi. Ouais. Alors qu'en fait, il y a des pianos pour tout style de musique. Il y a des pianos très brillants qu'on va trouver super dans la musique de Michel Berger ou de Supertramp. Et puis, voilà, moi, j'avais en tête un son de piano qui était un son à l'inverse de ça, très très doux, très, très feutré. Et je l'avais en tête et j'ai donc pris contact avec tous les gens que je connais à Paris et dans les environs et tous les studios pour essayer leur piano, pour voir, comme la chaussure de Cendrillon. C'est Cendrillon, la chaussure, oui. La bague. Non, ça c'est Podane. Ouais. L'escarpin même. L'escarpin. Précise. Et j'ai essayé 30 pianos et je jouais, je me disais tout de suite, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je suis allé dans des magasins de piano où un gars m'a fait essayer 30 pianos différents en me disant celui-là est plus comme ça. Non, mais c'était. Au bout d'un moment, il y a un film là-dessus d'ailleurs. J'ai l'impression d'être Louis de Funès. Quoi. C'est vraiment le pénible. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire que j'étais un peu dingue et que c'est quoi cette espèce de caprice de diva. Mais finalement, un jour, j'ai posé les mains sur un piano dans un studio. Et j'ai vraiment compris que c'était ça que je cherchais depuis le début. Donc ça a légitimé tout mon côté relou du début. Mais voilà, j'ai trouvé le bon son qui était un peu mystérieux, un peu... Alors je mets des couvertures dedans aussi. Des couvertures. Ouais. Ah ouais. Alors un certain type de couverture, j'imagine, sinon ce serait trop simple. Ah oui, non, bah oui. Alors j'ai plusieurs couvertures, effectivement. Il y a souvent des systèmes d'étouffoir de sourdine dans les pianos. Alors là, je parle de piano droit, parce que la couverture, quand elle tombe entre les marteaux et les cordes, le marteau va taper dans la couverture, qui elle-même, après, va taper dans la corde. Alors que si vous faites ça sur un piano à queue, bah, la couverture étouffe toutes les cordes. Il y a pesanteur. Donc, piano droit, piano droit avec ma petite couverture en polaire. En polaire rose. Ah, rose. Oui, bon, il se trouve qu'elle est rose. Et vraiment, c'est compliqué quand on a un son en tête de le décrire. C'est comme un peu une couleur, aller décrire une couleur. Donc, j'avais ce son en tête et quand j'ai entendu ce piano, je me suis dit, ah ben voilà, exactement le son que je cherchais. Je ne suis donc pas complètement taré. Et ce qui est important, c'est que mon disque commence par ce son de piano. Le son de piano traverse tout le disque. C'est vraiment la structure du disque, donc j'avais vraiment besoin du bon son. Bon, alors justement, on va écouter un extrait musical de ce dernier album, L'un de nous. L'extrait s'appelle Dans la tête. On regarde tout de suite. Tu dis la douleur aujourd'hui, la mort, la maladie, le corps et la mémoire, l'abandon et l'espoir. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Tu dis l'amour, l'ami, il y en a encore ou plus, on a encore envie, on se plaît, on sait plus. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau rouillée. Économie, le don, le dû, le débit, trop de tout ou trop peu, c'est ni moins bien ni mieux. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Tu dis l'empire, la réussite, le succès, le mérite, monter dans l'ascenseur, tu avances ou tu meurs. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête.
Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau brouillée. Vous parlez beaucoup d'amour dans vos chansons. Vous avez même une chanson sur cet album qui s'appelle Le Grand Amour. Pourquoi ça vous obsède, cette thématique? Pas vous? Si. Bon, pour la même raison. C'est clair. C'est obsédant, en fait, je trouve. Non, ce qui m'intéresse dans... Bon, déjà, ça m'inspire des chansons. Et comme je vous disais, l'inspiration, quand je la tiens, je la garde. Je la garde. Donc, il se trouve que j'en reviens très souvent à ça. Mais ça m'intéresse parce que c'est pas exactement comme on découvre sans cesse que c'est plus compliqué qu'on le pensait, mais que ça peut être plus beau aussi, et que c'est plus... l'espèce de fantasme du grand amour, justement, et du truc comme on le voit quand on a 20 ans. Au bout d'un moment, on comprend que ça va être un peu plus compliqué et que si on veut que ça dure, il faut peut-être changer son fusil d'épaule et il faut avoir une vision peut-être un petit peu moins simpliste de ça. Donc j'aime découvrir que oui, c'est plus compliqué, mais en fait, c'est durable et ça peut devenir vachement beau et ça peut changer de forme plein de fois, l'amour. C'est mouvant, multiple. Voilà, donc c'est très inspirant pour un auteur, en fait. Parce qu'il y a tellement de surprises, de bonnes, de déceptions, de retournements de situation et tout, que ça... On ne peut pas s'ennuyer. Et c'est obsédant. Vous abordez aussi le temps qui passe avec la chanson La fleur de l'âge. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson? Un événement intéressant. J'ai fait la découverte d'un geste très intéressant, un geste qui a changé ma vie. Et oui, qui est un geste... Lequel? Alors voilà, je vous le montre. Ce geste, c'est... D'accord. Voilà. Ah bah ça, c'est la quarantaine. Hein. C'est la 45e. Voilà, j'ai rencontré du coup une ophtalmo qui m'a dit texto comme ça, elle m'a dit, bon, vous savez, entre 45 et 55, c'est la grande dégringolade. Voilà, sympa, merci madame. Donc ça m'a inspiré tout de suite une chanson assez marrante au départ, puis finalement plus mesurée, parce que j'avais pas envie d'en rigoler complètement non plus, sur la manière dont les choses se compliquent aussi avec le temps. Mais encore une fois, c'est pas pour dire que tout se désagrège et que c'est juste que les choses se métamorphosent et que la vie change, en fait. Ça m'intéresse vachement. Et c'est la seule manière de continuer à être heureux, je pense, de décortiquer ça et d'essayer de voir les choses telles qu'elles sont et pas fantasmer, quoi. Alors l'album, l'un de nous, a une pochette imaginée par l'artiste Sophie Calle, qui est une amie. Vous, une photo très originale, pareil, qui a une histoire assez singulière. Racontez-nous ça. Il y a plein d'animaux là-dessus? Oui, des animaux naturalisés. Ouais. C'est une photo qu'elle a chez elle. Et il se trouve qu'elle a baptisé, et c'est une photo qu'elle a faite, et elle a baptisé les animaux de cette photo du nom de ses proches. Et vous êtes qui là-dessus? Alors moi, je suis l'ours, le petit ourson avec au milieu, une guirlande autour du cou, c'est ça? Alors ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que ce sont des animaux qui chacun essaye de se montrer à son avantage, qui cohabitent, qui sont très différents, qui sont très affirmés dans leur... Enfin, je trouve que ça représente bien un peu la société. C'est bien une manière d'illustrer le titre « L'un de nous » sans être trop illustratif. Et ce qui est marrant, c'est que chez Sophie, donc il y a cette photo, et que le matin, quand elle passe devant, elle dit « Bonjour Albin, bonjour papa », il y a son père. Et j'ai reçu un coup de fil de Stéphane Echer un jour qui m'a dit « Tu sais, le petit renard entre toi et le zèbre, c'est moi ». D'accord. Donc il y a Stéphane Echer sur la pochette de votre album. Ça pas mal. Très bien. Bah, écoutez, vous restez avec nous, Albin. On va parler un peu plus tard de votre tournée acoustique. Est-ce que vous aimez la mer? La mer, oui. Oui, j'aime la mer. La mer, l'eau qui bouge. L'eau. Là, oui, j'ai déjà vu, j'aime bien. Eh bien, on va recevoir tout de suite le maître de l'océan, Patrick Soulabaille, qui nous rejoint de ce pas. Ça le fait bien. Le maître de l'océan. Ça fait 25 ans que le magazine Littoral évolue aux côtés des gens de mer. On peut quand même dire que c'est un magazine un peu incontournable aujourd'hui, Patrick. Un quart de siècle d'histoire quand même. Oui, 25 ans, ça paraît peut-être beaucoup pour une émission de télévision, mais Littoral œuvre pour les marins, pour les gens de mer depuis un quart de siècle. Et il y a eu différents responsables du Littoral. Et je pense que
tous, on a eu cette même envie de raconter des histoires, en fait, de raconter des histoires de personnes. C'est un peu notre ADN, c'est ce qui compte le plus dans l'émission. On ne va pas parler forcément technique, de choses compliquées à comprendre. Ce qu'on veut, c'est de l'humain, comme dans les chansons finalement. Voilà comment ça fonctionne, Littoral. Et je vous propose de voir maintenant là, le premier reportage Littoral. C'était en 1992. On parle d'un petit crustacé qui s'accroche au rocher. Il est battu par les vagues. C'est le pousse-pied. Il est très prisé en Espagne et au Portugal, beaucoup moins chez nous, quoi qu'en Bretagne il l'a été. Et donc c'est le premier reportage, c'est ce qui a lancé l'émission, et c'est ce qui fait que, peut-être grâce à ça, ce premier reportage, à la saveur qu'il avait, on a tenu 25 ans, et on va encore tenir longtemps, j'espère. Intérêt. Allez, on va regarder ce reportage. Tu fais ça depuis combien de temps? Moi, les Ouais. pousses Ouais. J'ai commencé en 63. T'as une licence? Non, Pourquoi t'en fais? parce que j'ai bien dessous. T'avais un bateau avant? Ouais, mais il a coulé. Je suis pêcheur professionnel depuis 25 ans. Il a coulé quand? Il a coulé il y a 2 ans au mois d'août. Le 4 août exactement, 85. Et j'ai pas touché l'assurance. Donc je suis obligé de bosser. Oh mon Dieu! Bon, t'as compris le verse? Là, c'est plus la vie de château, hein. C'est acrobatique, la pêche au pousse-pied. Ouais, ouais. C'est intéressant comme archive parce que, voilà, c'est pas très long, ça dure 1 minute là, mais on a demandé au réalisateur de Littoral, ce qu'on a depuis 25 ans, donc là c'est Alain Gallet qui a fait le reportage, on a demandé ce qu'ils avaient retenu de Littoral, parce que Littoral c'est quand même 900 émissions là actuellement. Donc vous multipliez par 3, 4 reportages par émission, c'est vrai que ça a évolué au cours des années, hein, c'est pas toujours la même structure. C'est énorme, hein, on ne savait pas vraiment que choisir, donc on a demandé aux réalisateurs de nous donner leur avis. Donc on a eu des réponses évidemment, et s'il fallait diffuser toutes ces émissions littorales à suivre, ça prendrait un mois entier. Ah oui, donc il a fallu faire un choix absolument draconien, et il y a des sujets qui passeront pas. Et voilà. Alors on va peut-être faire d'autres nuits littorales dans les 25 ans qui viennent, mais oui. Et vous, alors votre coup de cœur à vous? Difficile. Ah moi, oui, mais alors là, j'ai plein de coups de cœur pour Littoral. J'ai revu des sujets qui datent depuis très longtemps. Je trouve qu'en général, c'est très bien fait. On a des réalisateurs qui ont beaucoup de talent. Mais mon coup de cœur, lorsque j'ai travaillé pour Littoral, ça a été de croiser Bernard Giraudot. Et donc dans Littoral, ce soir, dans cette nuit littorale, vous verrez bien sûr des gens comme Giraudot, des gens connus. Il y aura on reverra Tabarly, on verra la pêche au thon aux Seychelles, il y a plein de choses, ça va un peu dans tous les sens comme ça, mais c'est ce qui va faire le charme de cette émission. Elle va durer 1h43 quand même. Hein. Ah, précisément, donc, 43. Oui, à peu près. Donc moi, c'était Giraudot. J'avais rencontré Bernard Giraudot. Après, je vous parlerai de l'anecdote si on a le temps, mais bon, voilà ce que ça donne. C'était peu avant son décès, hélas. Ce qui vous séduit le plus chez une femme? J'aime les femmes rieuses, j'aime les femmes, oui. Oui, j'ai plein de choses à dire sur les femmes, mais on va pas les dire maintenant. Et puis ça peut changer peut-être d'un jour à l'autre, je sais pas, suivant l'humeur, mais c'est certain qu'il y a une manière de regarder il y a des regards de femmes qui vous font tomber à la renverse, quoi, c'est sûr. On est très 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 mal, ou très bien, ça dépend de ce qu'on attend. On doute et on pleure au-dedans. Même si cela ne se voit pas, la femme qu'on aime le sait. Elle devine tout et demande « Qu'est-ce que tu as ?» « Rien, je t'aime. » Je t'aime. Elle sourit, elle est heureuse. L'important est que vous ayez dit « je t'aime » en pressant son bras et en la regardant. Mentir, c'est falsifier la vie. Oui.
très émouvant, Bernard Giraudot. Bon, évidemment, c'est un magazine qui faisait 24-25 minutes et on l'a un peu, évidemment, sabré, coupé. On n'avait pas le choix, sinon on n'aurait pas pu passer autant de reportages dans cette nuit littorale. Mais c'était une belle rencontre, forcément. Ça, c'est Qu'est-ce qui vous a touché sont les rencontres. Chez lui? Chez Giraudot, sa gentillesse, sa délicatesse, son attention permanente pour les gens qui étaient là en tournage. Pour vous dire, le dernier jour, il est très fatigué. Il rechute, en fait. Donc ça se voit sur lui. Et avec l'équipe, je dis, bon, on va le laisser tranquille. Il est fatigué, j'ai ce qu'il faut pour le tournage. On s'en va. Donc je dis, Bernard, on s'en va. Voilà, on a terminé. Il me dit, oh, restez un petit peu quand même et tout. Je dis, non, on va vous laisser. On grimpe dans la voiture et on démarre. Et là, on voit Giraudot qui ressort et qui dit « Non, vous restez, je vais vous faire un petit repas, on va sortir un petit vin et puis on termine la journée ensemble. » C'est ce qui s'est passé. On est resté 2-3 heures à discuter avec lui et il était comme ça, il voulait donner. Est-ce que c'était la maladie? Enfin, toute l'équipe a été complètement sous le charme de Bernard Giraudot pendant ce tournage. Vraiment. Écoutez, on sent que vous êtes encore sous le charme d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est des moments forts dans une vie de journaliste, lorsqu'il s'agit de vraies rencontres. Et c'est ce qu'on veut dans Littoral, c'est des vraies rencontres, pas des rencontres courtes. Bon, je suis désolé, comme on fait souvent en actualité, on passe, on parle, on prend 3 notes et derrière on fait un reportage de 2 minutes. Là, on a passé 4 jours avec lui. Donc, ça peut créer des liens. C'est le cas, visiblement. Alors, des vraies rencontres qu'on retrouvera donc ce soir dans cette émission spéciale après le Grand Soir 3, une nuit spéciale littorale, 25 ans, à retrouver donc une émission d'1h43. À minuit 23 et 39 secondes, l'émission commence. Très bien, minuit 23 et 39 secondes. Bah, du coup, Albin de la Simone aura juste terminé son concert, ce sera parfait. Il aura pu dîner, impeccable. Bah, voilà, parfait. Alors, Albin, vous êtes artiste associé au Théâtre National de Bretagne. Ça veut dire que vous impliquez réellement ici en Bretagne dans le théâtre. Vous vous êtes produit hier soir et encore ce soir avec 4 musiciens sur scène dans une forme d'épure quelque part, enfin un concept acoustique minimaliste. Pourquoi? Je me rends compte que je suis un petit peu obsédé par l'idée que si on a besoin de 3 notes, ça sert à rien d'en mettre 4. Si on a besoin de 3 sons, ça sert à rien d'en mettre 4. Si on entend le violoncelle, il n'y a pas besoin de le sonoriser, et ainsi de suite. De partir vraiment des choses dans le bon ordre. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire une musique qui est assez minimaliste et à avoir un système de sonorisation plus que minimaliste, puisqu'il n'y a que ma voix qui est sonorisée pour que vraiment les paroles traversent ma voix et mon clavier, qui est un petit clavier électrique, mais tout ça sur une petite enceinte. Et donc, les instruments et ma voix sont à un niveau tout à fait équilibré. On a le même son que si on jouait dans mon salon, ou dans le vôtre, ou dans une église, ou dans une salle de 600 places. C'est la même chose. C'est-à-dire que nous, comme un quatuor classique, on émet un certain son que le public entend sans aucun artifice. Et j'adore ça. Ça crée une espèce de relation totalement naturelle et physique. En fait, c'est vraiment la vibration de la corde du violoncelle qui vous arrive dans l'oreille. Voilà, et du coup, je plaisante en présentant le concert tous les soirs en disant que c'est comme les sons viennent du violoncelle, du violon, de la guitare. Je dis que c'est un son local et bio et équitable ou vegan, où on peut y aller dans tout ce genre de trucs. Mais il y a ce côté-là très naturel, quoi. Vous considérez que l'émotion elle est plus grande si justement on est économe dans les moyens de l'amener finalement? Ben, je ne peux pas en faire une théorie, mais c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouve qu'une ligne mélodique, si on peut avoir tendance à recouvrir et à charger la musique par faiblesse mélodique, et donc on empile les sons. Et c'est vrai que si on arrive à moins de notes, mais les notes qui vont... la mélodie juste, et ça peut être plus fort. Moi, ça peut me toucher plus, en tout cas. Voilà, j'aime pas trop quand la musique... Enfin, je me rends compte que je n'aime pas trop charger la musique. Alors, il y a des artistes comme Vanessa Paradis qui ont un peu révélé chez vous ce dépouillement finalement volontaire, enfin en tout cas la mise en avant de la voix. Comment ça s'est passé? Je travaillais avec elle en tournée. On avait fait une tournée à l'époque de Divine Idyll. On faisait une tournée de Zénith très puissante avec M à la guitare et tout ça.
Et Vanessa m'a dit, est-ce que tu pourrais réarranger mes chansons à ton goût? Elle savait que j'étais un peu obsédé par ce genre de moins de choses. Et donc, on a choisi ensemble une 20 ou 25 chansons de son répertoire, de Joe le Taxi aux dernières chansons. Et je les ai arrangées pour un quatuor à cordes, une batterie, mais qui n'était pas une batterie, c'était des boîtes d'allumettes avec 3 allumettes, parce que 4, c'était trop fort, quand on l'a secoué. Des éléments comme ça, des instruments très, très, très légers. Et on a monté un concert qui était comme ça, construit autour de sa voix, parce qu'elle a une voix très douce. En fait, quand elle chante doucement, elle a une voix magnifique et très douce. Et je me disais, je veux pas qu'elle chante fort, donc à nous de jouer doucement. Et partant de ça, ça a donné quelque chose de très équilibré. On a fait une grande tournée et un DVD live, et un truc, on a vraiment adoré ça. Et je me suis rendu compte, après en travaillant avec Miosek, que c'était la même réflexion. Miosek a une voix particulière. Partons de la voix et faisons la musique qui va avec cette voix. Faisons-lui le beau costume, plutôt que faire un costume d'abord et après essayer de faire rentrer le corps dedans. Voilà, et j'ai appliqué ça à moi assez tardivement. En fait, j'ai mis assez longtemps à le comprendre pour moi. Mais je pense que c'est une clé de la chanson, c'est les paroles et la voix. C'est un truc aussi très physique, quoi. Et d'ailleurs, alors Vanessa Paradis, elle prête sa voix encore sur le dernier titre de votre album, Ado. Oui. C'est une histoire assez rigolote. Là, c'est une anecdote même. En fait, je lui ai envoyé un SMS en lui demandant si elle pouvait me... Ah oui, alors on voit derrière ça, c'est ce que vous avez enregistré en 2 minutes avec elle. Hein. Ouais. Ça s'appelait Adrienne. Oui, un duo avec Vanessa. Ouais. Un duo, ouais. Là, je lui ai juste demandé de me laisser un message sur mon répondeur téléphonique. Je lui ai dit, je ne décroche pas, mais est-ce que tu peux m'appeler et me demander de venir, comme si tu disais à quelqu'un, allez, viens te baigner, elle est bonne, ou viens en boîte, ça te fera du bien, mais sans expliquer le détail. Donc, elle m'a laissé un message en me disant, allez, viens, allez, viens, comme ça, un truc assez long. Et ce message, je l'ai intégré à la fin d'un moment très cinématographique d'une chanson qui s'appelle L'Ado, où l'idée est que peut-être l'ado est appelé par la mère, par la mort, ou tout simplement par sa mère. En tout cas, il est appelé à venir, quoi. Alors qu'il souhaitait fuir le soleil, on a bien compris. Que lui essaye de plutôt ne pas venir. Ouais. Ça fait partie des petits moments de bonheur de votre concert. Hein. Vous serez donc ce soir en concert à nouveau au TNB à Rennes à partir de 20h. Oui, je reviens dans la région, je reviens à Bru dans un mois aussi. Au mois de janvier, si effectivement. Si, on était bien au courant, on avait bien noté. Vous restez avec nous, Albin de la Simone. Alors, on parlait de beau BEAU à l'instant. Eh bien, ce sont d'autres beaux, mais cette fois-ci BAUX, que nous allons aborder maintenant. Place à notre rendez-vous en partenariat avec la Chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine. Tous les mois, nous vous faisons profiter des conseils éclairés d'un professionnel. Mais ce matin, c'est Maître Marc Lenné qui va nous rejoindre. Bonjour Marc. Bonjour. Alors on va parler cette fois avec vous à la fois des baux d'habitation et des baux commerciaux. D'abord on va poser le cadre. Quelle est la différence entre ces deux types de contrats ? Alors les baux d'habitation, je veux dire quasiment tout le monde connaît, puisqu'au moins une fois dans sa vie on a été locataire, quand on était étudiant ou même après, voilà. Donc c'est assez simple. Les baux commerciaux, c'est pour les commerçants en fait. Hein. Ce sont des baux qui sont prévus pour régir le rapport bailleur-locataire, et donc ça fait partie aussi un peu de la valeur du fonds de commerce. C'est pour ça que c'est très important, puisque le bail commercial, contrairement au bail d'habitation, lui est assez peu réglementé. Le bail d'habitation est extrêmement encadré, parce qu'il est extrêmement protecteur du locataire. Ces dernières années, on a vu différentes choses se faire, notamment la réduction par exemple du dépôt de garantie de 2 mois à 1 mois, des clauses qui sont interdites, qu'on ne peut plus mettre contre le locataire. Par exemple, l'obligation également d'indiquer la surface du logement, ce qui n'était pas obligatoire non plus avant. Dans certaines villes, l'encadrement des loyers, c'est-à-dire des plafonds au mètre carré. Dans certaines villes également, l'interdiction de louer plus cher que ça n'a été loué précédemment. Voilà, donc il y a plusieurs petites choses quand même qui fait que c'est extrêmement protecteur, alors que le bail commercial, lui, effectivement, est complètement libre. Hein, il est un peu réglementé quand même, mais c'est quasiment complètement libre entre bailleurs et locataires. Et c'est là que c'est un peu compliqué, c'est que souvent les gens qui prennent à bail les commerçants pour la première fois de leur vie sont des gens qui ont d'abord été locataires d'habitation quelque part, et ils ont du mal à comprendre ça quand on leur explique, par exemple, que la taxe foncière va être à la charge du locataire dans un bail commercial, alors que dans un bail d'habitation c'est hors de question, il y aura que la taxe d'habitation qui sera à la charge du preneur. Donc il y a différentes petites choses comme ça où il faut leur expliquer que ça doit être un bail, le nom commun c'est ça, mais le reste n'a plus rien à voir entre un bail d'habitation et un bail commercial.
De quoi doit-on se méfier en particulier? Dites-nous tout. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Alors, dans un bail commercial, comme justement il y a plusieurs choses qu'on peut mettre conventionnellement à la charge du locataire, c'est vrai que quelquefois certains bailleurs, notamment quand ce sont des institutionnels, par exemple des foncières ou ce qu'on appelle des grandes surfaces, vous avez des galeries commerciales qui sont possédées par des foncières, qui sont un peu en position de force, que le locataire veut aller à cet endroit-là, et donc on a un peu tendance à tout mettre à sa charge, donc c'est là qu'il faut se méfier, même si une loi notamment qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça, a enlevé certaines choses qu'avant on pouvait mettre à la charge du locataire, par exemple les gros travaux. Dans certains baux, on avait encore des gros travaux qui étaient à la charge du locataire. Alors c'est pas neutre, hein, quand vous avez par exemple en centre-ville historique à Rennes, vous avez des gros travaux quelquefois à faire sur des immeubles entiers, ça coûte très cher, donc c'est à la charge du bailleur. Certains baux les prévoyaient répercutables contre le preneur, ça maintenant c'est interdit. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal de choses comme ça qui ont été modifiées pour essayer de rééquilibrer un petit peu le contrat, parce que c'est vrai que les baux commerciaux étaient des fois un peu déséquilibrés au profit du bailleur selon les cas. Ouais. Voilà. Alors dans les deux cas, un bail commercial ou bail d'habitation, j'imagine que vous allez nous dire qu'il vaut mieux le rédiger devant un notaire pour plus de sécurité. Alors il vaut mieux bon, pour des problèmes de compétences, mais que peuvent avoir également un agent immobilier ou un avocat, donc ça il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est plus après, notamment pour le bailleur et y compris aussi pour le preneur, mais le fait d'avoir ce qu'on appelle une copie exécutoire, c'est-à-dire que le fait que ce soit rédigé par un officier ministériel qui est le notaire, ça va permettre, si demain il y a un litige, d'avoir directement l'exécution par le tribunal et de ne pas avoir à passer par justement une décision de justice, comme on peut avoir avec des actes sous signature privée, que sont les actes d'avocat ou les actes faits par les agences. Donc un loyer impayé, par exemple, ça peut vraiment pour un loyer impayé, on va gagner 3-4 mois quand même minimum, puisqu'on aura juste à passer devant le juge pour effectivement quand même ordonner l'expulsion du locataire. Mais par contre, pour constater les défauts de paiement et la résiliation du bail, là c'est vrai que l'acte notarié est quand même beaucoup plus efficace. Voilà. Merci beaucoup, Maître Lenné, de nous avoir éclairé sur le sujet. Vous connaissiez, vous, les baux commerciaux et les baux d'habitation, Albin? Oui, je connais. Je vis même dans un ancien commerce, mais j'ai pas un bail, j'ai acheté, mais je suis encore ça s'appelle pas le bail, mais ça s'appelle... destination. Un changement de destination. Oui, j'ai pas réussi à faire le changement de destination, donc je vis dans un commerce. Je vous en prie, allez-y. Mais je peux pas en ce moment, je peux pas le faire à cause d'une histoire de fenêtre qui, à Paris, enfin je sais pas si c'est partout pareil, mais j'ai une fenêtre sur rue qui devrait être en verre normal, mais c'est en verre dépoli parce que je suis au rez-de-chaussée. Et cette fenêtre m'empêche d'avoir le changement de destination. Il faudrait que je change de carreau pour mettre un carreau normal. Vous déposez peut-être un permis de construire pour modifier la façade. C'est fait, mais ça. il m'a été refusé à cause de ça. Il faudrait que je mette du verre normal, mais sauf que c'est un verre pas possible. Bon, un jour, je le ferai. Bon, écoutez, vous pouvez en tout cas bénéficier des conseils éclairés de Maître Lenné. Je vois ça, merci. Tous les 15 jours, nous vous proposons des idées pour aménager votre intérieur en compagnie d'Aurélie Vérité. Eh bien, elle nous rejoint tout de suite pour nous donner des conseils sur l'aménagement de la salle de bain. Alors ce matin, c'est donc un projet d'aménagement de salle de bain sur lequel vous avez travaillé, que vous allez nous présenter. Tout à fait. On a travaillé pour Julien, en fait, qui voulait réaménager sa salle de bain et qui avait besoin surtout de se projeter pour savoir ce que ça pouvait donner. Et puis, il avait besoin aussi de se projeter un petit peu financièrement parce qu'on ne sait pas trop combien ça va coûter quand on aborde ces projets. Alors, vous nous montrez la salle de bain avant qu'elle ne passe entre vos mains. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc, c'est dans un appartement des années 80. Vous allez voir, c'est une salle de bain qui a besoin d'un le bon petit meuble des années 80. Celui-là, on l'a tous vu. Chez Madame Crampon, je suis sûre qu'il y en a un pareil. C'était bien pire que ça. Bon, d'accord. Et puis, il a surtout besoin d'une mise aux normes côté plomberie. Donc, c'est des gros projets. Et justement, Julien, lui, il est plutôt informaticien. Et il a envie de confier tout le projet à des professionnels. Et il a bien raison parce que là-dessus, ça nécessite des compétences. Ouais. Alors du coup, quel est le projet que vous avez proposé? Alors une salle de bain, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un espace qui soit pratique avant tout et puis un espace où on puisse se détendre. Alors voilà, on a fait, je vais vous présenter un premier croquis, vous allez voir du projet. On a retiré la baignoire, donc on passe sur une salle d'eau avec une douche à l'italienne qui va être directement à même le sol avec du carrelage. Et puis, on a créé des rangements, en dessous l'évier et une étagère sur le haut. Voilà, ce qui crée de belles lignes en cohérence dans cette pièce. Et un jardin potager sur le mur. Voilà, c'est ça. Une forêt. On amène un peu de verdure parce qu'on aime bien le côté naturel, c'est important. Et alors, un petit plus déco, vous avez imaginé un carrelage imitation
parquet, c'est ça? Alors ça, ouais, c'est sur le sol en fait. Sur le sol, c'est un carrelage imitation parquet qui va être posé sur l'ensemble du sol et aussi dans la douche pour vraiment faire une douche à l'italienne. Alors au niveau des couleurs, qu'est-ce que vous avez imaginé? Alors, au niveau des couleurs, Julien, il voulait des choses qui soient vraiment naturelles et il voulait de la pierre. Donc, on est parti là-dessus. Il aimait aussi le bois. Et on va rajouter des touches d'osier, par exemple, et de la peinture lin pour amener un peu plus de chaleur dans l'aménagement de cette pièce parce que sinon, ce serait trop froid si on mettait que de la pierre. Comment est conçu l'aménagement effet bois du coup? Alors là, du coup, on est sur le côté meubles de cuisine, meubles de salle de bain, excusez-moi, voilà, petit lapsus, parce que c'est comme la cuisine, justement, on travaille avec du mobilier sorti d'usine pour avoir des bons rapports qualité-prix. Alors, au niveau budget, justement, vous abordez la question qui fâche. La question qui fâche, côté budget, justement, à chaque fois, on dit qu'il faut économiser. Donc, on a cherché justement une solution parce que Julien, il a aussi envie de partir en vacances cet été. Et sachez que, par exemple, ce projet de salle de bain, il est accessible à 128 € par mois. Pendant combien de mois? C'est ça la question. Pendant 30 ans. Sur 40 ans. Ah non, pas 30 ans, mais pendant 3 ans. Voilà, pendant 3 ans, ce qui est tout à fait raisonnable et ce qui permet aussi de se dire qu'on peut voir les choses un peu différemment parce qu'on a envie d'être bien chez soi. C'est un investissement, il ne faut pas sous-estimer. Et puis là, au global, on est sur un budget de 6 000 €. Ça fait beaucoup, mais il y a à peu près 3 000 € de prestations de professionnels. Et ça, on ne peut pas y échapper si on veut faire quelque chose de qualitatif et qui tienne dans le temps. Alors, et le résultat final, montrez-le nous, parce que on voudrait voir maintenant. Des photos, des photos en 3D du projet, où on a un beau rendu qui est assez sympa. Changé, effectivement. Voilà. Et puis, je vous ai amené, je voulais vous montrer avec le casque, on parle de réalité virtuelle. Alors, je ne sais pas si vous voulez essayer. Oui, volontiers. Ouais. Alors, attendez, je l'ouvre. Hop. Ah, le téléphone dedans, d'accord. Voilà. En fait, on glisse le téléphone dedans. Ouais. Et vous allez pouvoir voir du coup le projet. Hop, mettez-le sur le nez. Donc c'est le projet en 3D, j'imagine. C'est ça. Et je vous ai amené pour vous aussi. On a sur une tablette. Alors attendez, il faut que je fasse le code. Hop. Ça va, Marc, vous... C'est assez impressionnant quand même. Hein. C'est vrai? Ouais. Vous êtes bien? Ah, ouais. Oh, c'est chouette. Hein. Alors bon, donc c'est sur toujours la tablette, l'effet démo qui va pas marcher parce que c'est l'effet Bonaldi, ça, mais c'est normal. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. Je suis désolée, j'ai perdu la page. Mais en gros, avec la tablette, ça permet de se projeter et de voir la pièce dans son ensemble. Mais pas en 3D, on est en 3D qu'avec ça. Merci. En 3D avec ça et avec la tablette aussi. Je vous montrerai après. Merci beaucoup. Voilà, la prochaine fois, ça marchera, vous. Voilà. J'étais presque. Ouais. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Merci beaucoup, Albin. Et je voulais juste vous demander, avant qu'on passe au débriefing de l'émission par Catherine Bossard, s'il y a une petite phrase, une petite maxime que vous aimez bien vous dire au quotidien. Ouais, alors je ne me la dis pas au quotidien, mais disons que ça guide un peu ma vie. Et c'est marrant, je me suis rendu compte hier en chantant qu'elle est incluse dans une de mes chansons. C'est mieux qu'hier, moins bien que demain. C'est tout simple, hein, mais en fait, il y a moyen d'appliquer ça à pas mal de choses et je m'efforce de le faire dans ma vie, mais ça va... Par exemple, il y a 10 ans, je m'étais fait opérer de la myopie pour essayer d'améliorer les trucs qui déconnent ou qui se mettent à déconner et de ne pas se laisser mentalement, en tout cas, battre par l'idée que le corps déconne de plus en plus. Il y a plein de choses qui peuvent s'améliorer, notamment psychologiquement et dans le rapport aux autres et tout ça. Donc mieux qu'hier, moins bien que demain. Mieux qu'hier, moins bien que demain, ce qui veut dire que le concert de ce soir sera encore mieux que celui d'hier. Ah bah oui, hier il était nul. Ce soir il va être super. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes donc en concert ce soir au Théâtre National de Bretagne à Rennes à partir de 20h. Je vous propose maintenant le petit débriefing bien senti de Madame Bossard que l'on accueille de ce pas. Bonjour, chère Catherine. Alors, êtes-vous inspirée ce matin? Ben oui, je m'étais promis de plus faire de personnages de vieille dame, d'aînée. Mais bon, avec... Madame Crampon. Non, mais voilà, Crampon, mais c'est incontable. Entre Madeleine Pennec et Madame Crampon, donc je suis désolée. Voilà, c'est Simone d'Alban, vous voyez, Simone d'Alban qui s'invite sur le plateau. Bonjour, Mme Postic. Bonjour. Donc moi, je suis d'Ouessant également. Je suis la voisine de Mme Crampon et puis de Mme Pennec. Les jeunes veulent quitter
Ouessant, alors c'est important, il fallait que je vienne sur le plateau de l'émission pour vous en parler. Ça, ils vont aller chercher piano à leurs pieds dans les grandes villes. Ça, c'est à cause de littoral. Pardon, monsieur Soulabaille, mais vous donnez des envies de voyage aux jeunes, comme ça, depuis 25 ans. Voilà, nous, on a une perte de population à Ouessant, c'est terrible. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait couler le bateau du pauvre monsieur en 92, parce que je refuse que les jeunes continuent de quitter Ouessant comme ça. Ça ne va pas du tout. D'ailleurs, vous me viendrez voir, Albin, je vais vous servir un petit coup de gnôle tout à l'heure, vous allez voir, c'est de la Ouessantine, elle est pas mal aussi. Bon, c'est dans la tête, tout ça, c'est dans la tête. Bah, comme vous le dites, à un moment, les voyages, allez louer des maisons au Conquet, à Brest ou quoi que ce soit. S'il faut faire venir un notaire, c'est que c'est compliqué, les jeunes. Ici, à Ouessant, la maison, on y naît, on y vit, on y meurt. Voilà, il n'y a pas de paperasse, pas de location, pas de bail, pas de... Voilà, restez donc à Ouessant. Alors on va, par contre, comme on reste connecté, moi je vous propose des lunettes de réalité virtuelle. Vous pouvez rester à Ouessant. Et en même temps, faire comme si vous étiez avenue Jean Jaurès, devant le TNB, l'avenue Janvier, dans une grande ville si vous voulez, mais tout en restant à Ouessant. C'est important. Ne partez pas, ne quittez pas Ouessant. Vous me donnerez vos petites lunettes. Hein. Merci, vous êtes mignonne. Merci beaucoup. Réalité virtuelle. Vous voyagerez, vous verrez, mais reste à Ouessant. Vous restez avec moi? Ah bah allez, oui. Vous allez m'aider, on va faire les titres de ce midi. Oui, oui, je sais bien que vous allez rentrer à Ouessant, il n'y a pas trop. Alors ce midi, Catherine, dans le journal présenté par Éric Pinault, on évoquera quoi? Eh bien d'abord du sport. Avec quoi? Avec du football. Du football et du handball. Ah, on dit balle cette fois, pas ball. Ouais. Nous ferons le point également sur la grippe qui arrive dans notre région. Oui, dis donc. Même à Ouessant, elle arrive. Je pense. Ah oui? Ouais, promis. Et puis nous découvrirons une classe orchestre à Pleu-Daniel. Voilà. Hein, ça vous va ça? Ça me va. Moi, je reste regarder quand même. C'est bon. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Merci à tous. Demain, vendredi, 9h50, nous recevrons le cinéaste malouin Alain Michel Blanc, réalisateur notamment de grands films comme Le Concert ou Va, Vie et Devient, de vrais chefs-d'œuvre. À demain. Donc, excellente journée à tous. Un petit mot avant de nous quitter, peut-être? Un mot breton. Un petit mot breton. Bonjour. Ah ouais, donc la petite bête là, elle met du temps à remonter quand même. Ah oui, là, en plus vous m'avez dit un mot breton, alors j'en connais pas. Non, un mot haut breton. Ah, un mot haut breton. Oui, non, merci et vive la Bretagne où je joue vraiment souvent et j'aime vraiment ça. Bon, voilà. alors. Et c'est pas parce que je suis en Bretagne que je dis ça. L'émission de demain, allez, ce sera mieux qu'hier, moins bien que demain, on va dire ça. C'est ce qu'on retient. Belle journée à tous. Au revoir.